Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine de la santé. Cette semaine s'intéresse à la lutte contre le VIH-Sida, notamment à comment les travailleuses de sexe infectées vivent au quotidien avec la maladie et le rôle des organisations à base communautaire dans la prise en charge de cette maladie. Installez-vous confortablement, je vous retrouve dans un instant pour la suite. Bonsoir une fois de plus, le VIH-Sida continue son bonhomme de chemin au Cameroun. Bien que la prévalence soit stable, il reste que les jeunes sont les plus touchés, notamment la tranche 19-29 ans. Et cette année, l'ONU-Sida, lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie, a mis l'accent sur l'égalité. Il est question de mettre fin aux inégalités et de mettre fin au VIH-Sida. Et parlant d'inégalité, les personnes vivant avec le VIH au Cameroun continue d'être stigmatisé. C'est pourquoi beaucoup préfèrent cacher leur statut et une fois que leur statut est connu par des tiers, ces personnes peuvent être violentées. Nous allons ce soir nous intéresser aux travailleuses de sexe dont le taux de prévalence reste le plus élevé, il est de 24,3%. Et parlant de prévalence, il faut dire que c'est 496 506 personnes qui vivent avec le VIH au Cameroun. Le taux de prévalence au sein de la population âgée de 15 à 49 ans est de 2,7%. Les travailleuses de sexe sont souvent victimes de violences. Nous en parlons avec Carole Toché. Elle est directrice des programmes Horizon Femmes, cette association très impliquée dans la lutte contre le VIH-Sida et les violences faites aux femmes à cause de leur état de santé. Mais avant de lui donner la parole, je vous invite à suivre ce qui constitue notre programme de ce soir. À tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, lutte contre le VIH-Sida au Cameroun et l'implication des communautaires. Prélèvement, tests de dépistage, stigmatisation, comment se déroule l'accompagnement et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au Cameroun. Carole Toché du programme Horizon Femmes vous en parle dans cette édition. La 35e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida s'est célébrée au Cameroun le 1er décembre 2022. Dans le littoral particulièrement, c'était auprès des déplacés internes, incursion dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. À suivre également dans votre magazine de la santé Check-up, les conseils pratiques du dentiste sur la carie dentaire. Check-up, c'est aussi et surtout l'instant des consultations gratuites avec des médecins et spécialistes de la santé. Carole Toché, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Vous êtes communautaire qui milite dans la lutte contre le VIH-Sida et les violences basées sur le genre, ça fait 17 ans que ça dure. C'est ça exactement Mireille. En 17 années que vous menez le combat, la lutte contre le VIH-Sida, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Nous sommes en 2022. Le changement majeur qu'on peut noter aujourd'hui, c'est l'implication effective des communautaires dans la lutte. De nous, en tant qu'acteurs communautaires, que nous sommes dans la lutte, à tous les niveaux de la chaîne, au niveau stratégique, dans la rédaction des plans stratégiques, dans la production des manuels, dans le développement des stratégies, au niveau opérationnel, dans l'accompagnement, le suivi, les prélèvements de charges virales, le test, la dispensation communautaire. Bref, le communautaire est impliqué à tous les niveaux de la chaîne et c'est un changement majeur que moi particulièrement j'ai observé pendant tout le temps que j'ai passé dans ce combat. Alors, vu que vous parlez de ce changement de ces organisations à base communautaire qui sont aujourd'hui très impliquées dans la lutte contre le VIH-Sida, qu'est-ce que ces communautaires-là font concrètement pour ces personnes vivant avec cette maladie? Oui, les communautaires, comme on a dit,
travaillent dans la communauté. Parce que la personne vivant avec le VIH sort d'une communauté. Et le rôle du communautaire, c'est d'aller dans sa communauté, lui apporter les soins. Maintenant, après cette sensibilisation sur la prévention, on évolue vers le dépistage. Oui. Ils proposent l'offre de services de dépistage que eux, ils sont formés pour offrir cette offre de service-là au sein de la communauté. Donc, quand ils ont fini la sensibilisation, toutes les personnes qui ont donné leur consentement pour effectuer un test de dépistage, ils peuvent bénéficier donc de ce service de dépistage-là dans la communauté, bien évidemment en respectant les règles. C'est-à-dire que de confidentialité, oui, tout ça. Comme ça se passe à l'hôpital. Oui. Donc, la personne vivant avec le VIH-Sida n'a plus besoin de se rendre dans les formations hospitalières du moment qu'il y a des communautaires qui sont dans les quartiers. Oui. Ça, et comme on a dit, on parle d'offres de services différenciés. On a le dépistage. On peut avoir, et c'est circonscrit c'est circonscrit à plusieurs niveaux. Oui. On a le dépistage familial au sein d'une famille. On a le dépistage ciblé. Ça concerne des populations, généralement, c'est des populations clés qu'on a identifiées dans une zone bien précise qu'on va toucher. Donc, quand on propose l'offre de service de dépistage, le test est fait. Maintenant, si il s'avère que le test est réactif, ou entre guillemets positif, oui, la personne est référée vers une formation sanitaire parce qu'en tant que communautaire, on n'est pas des médecins. Aujourd'hui, en tant que communautaire, vous recevez une personne et à qui, à l'issue de son test, on déclare qu'il est séropositif. Quelle est souvent la réaction de ces personnes-là? Il y a plusieurs types de réactions. Oui. C'est pour ça qu'on prend la peine. Pour faire un test, c'est tout un processus. On commence par un counseling pré. Et dès que la personne donne son consentement, on passe au prélèvement. Après le prélèvement, on fait un counseling post. Et avec des techniques de counseling motivationnel pour pouvoir amener la personne à accepter son résultat. Vous pouvez tomber sur des personnes qui acceptent facilement leurs résultats, ça on l'a vu, et c'est assez courant. Mais on a toujours des personnes qui n'acceptent pas le résultat, et c'est tout à fait normal quand quelqu'un reçoit une information comme ça. Et on a des personnes qui, dans un premier temps, manifestent même le déni. Elle refuse catégoriquement et vous deviez continuer l'accompagnement. Est-ce que cette manifestation de déni n'est pas due au fait que la personne séropositive continue d'être stigmatisée au Cameroun? Peut-être partiellement, oui. Parce que le déni peut aussi être quelque chose de personnel. Les gens qui ont peut-être, généralement, on voit ça quand l'estime de soi n'est pas bien travaillée, et ça peut être aussi quelque chose de personnel. Vous êtes une personne très émotive, vous ne supportez pas beaucoup certaines nouvelles, certains chocs, et du coup vous rentrez dans le déni. Quand on vous contacte, vous ne décrochez pas votre téléphone, vous refusez de venir au rendez-vous. Mais le rôle de l'agent communautaire, c'est de continuer à sensibiliser la personne sans se fatiguer jusqu'au moment où la personne accepte de venir prendre le traitement. Et dès que la personne accepte, parce que même en tant que communautaire, il faut le relever, on ne met pas les personnes sous traitement. On accompagne, on fait ce qu'on appelle accompagnement actif dans les formations sanitaires pour lier la personne aux soins. Donc pour la mise sous traitement. Maintenant, quand la mise sous traitement est faite, on continue avec l'accompagnement, le suivi, les visites à domicile pour se rassurer que le patient est observant, qu'il prend bien ses médicaments. Et puis, après 6 mois, on propose la première charge virale. Si justement la charge virale est indétectable, on se rend compte que le patient a bien pris son traitement et ainsi de suite. On poursuit avec les conseils. Quelques temps forts du lancement dans la région du littoral. On regarde. 94% de la population du littoral connaît son statut sérologique d'après la coordination de la lutte contre le VIH-Sida dans le littoral. Le 4e arrondissement de la ville de Douala a été choisi pour célébrer le 1er décembre 2022 la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Les réfugiés et autres déplacés internes ont été la principale cible de cette campagne de santé. Toutes les barrières financières, je peux dire,
elles sont aplanies. La gratuité, surtout la charge virale qui était le gage du succès thérapeutique, il fallait déployer 5 000 francs CFA pour pouvoir faire la charge virale. Depuis 2020, depuis janvier 2020, la charge virale est gratuite pour toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida. Mettre fin aux discriminations et faciliter l'accès aux soins est le but de cette activité sanitaire. D'après les professionnels de la santé, la pandémie du VIH-Sida s'est féminisée au Cameroun. 3 femmes sur 1 homme sont atteintes de la maladie. En ce qui concerne la prise en charge, les autorités rassurent. La lutte est multisectorielle. En entreprise particulièrement, il y a ce que les médecins appellent l'autodépistage. L'autodépistage, c'est un test de VIH-Sida qui est remis aux personnes qui sont screenées, aux personnes qui sont éligibles, et ces personnes vont faire elles-mêmes leur test. Si elles veulent une assistance, elles peuvent être assistées. La lutte contre le VIH-Sida au Cameroun est une affaire de tous. Il n'est pas question d'attendre le 1er décembre pour en parler. Au cours de l'année, les dépistages gratuits se font dans les hôpitaux et autres formations sanitaires. Agir ensemble pour mettre fin aux inégalités, tel a été le thème de la 35e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Je suppose que parmi les personnes que vous recevez au quotidien, il y a ces travailleuses de sexe-là et il y a beaucoup qui sont infectées. Est-ce qu'elles continuent leur travail? Vous allez peut-être être surprise, bien évidemment qu'elles continuent. Mais notre rôle, c'est de les sensibiliser sur le fait qu'elles doivent d'abord se protéger elles-mêmes et protéger ensuite les autres. Parce que lorsqu'on est VIH positif, il y a plusieurs types de VIH. Il y a des types de VIH qui peuvent muter. Donc, vous pouvez avoir un VIH de type 1 parce que vous estimez que vous ne devez plus vous protéger. Vous attrapez un VIH de type 2 et puis vous développez rapidement la maladie. Donc, c'est d'abord pour vous que vous vous protégez, ensuite pour les autres. Donc, c'est le message de sensibilisation. Est-ce qu'elles comprennent ça? Parce qu'elles vont dire, moi j'ai attrapé, je dois aussi partager. Non, elles comprennent bien évidemment parce que dans nos différentes phylacties des personnes que nous suivons, nous avons de plus en plus des charges virales indétectables. Oui. Donc, elles comprennent vraiment et elles suivent, elles prennent bien leur traitement. Vous savez que déjà, c'est pas très évident. Quand vous exercez dans une profession qui est criminalisée, en plus, une maladie comme le VIH, ça fait une double stigmatisation. Elle se dit déjà, en tant que travailleuse de sexe, il y a un regard social qui est braqué sur moi. Il y a la loi. Maintenant, en plus du VIH, autant mieux, je ne me présente même plus. Donc, c'est tout ça, en fait. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup aimé le thème de la journée. Égalité maintenant. Égalité maintenant. Il faut briser ou mettre fin à toutes ces inégalités qui freinent la lutte contre le VIH-Sida. Notre combat, c'est la lutte contre le VIH-Sida. Ne nous laissons pas distraire par ci ou ça. Avant le VIH, il y avait le travail de sexe. Après le VIH, il y aura le travail de sexe. Notre combat aujourd'hui, c'est la lutte contre le VIH. Tout à l'heure, vous avez parlé de charges indétectibles. Alors, lorsque la personne vivant avec le VIH-Sida, notamment ces travailleuses de sexe-là, ont une charge qui devient indétectable, est-ce qu'elles peuvent concevoir et avoir un enfant sain, et vu qu'elles ont déjà une charge indétectable? Oui, c'est tout à fait possible. Et je pense qu'on a même beaucoup de cas sous la main déjà, des filles qui sont arrivées à cette situation-là, qui sont, après le suivi avec le médecin au quotidien, qui sont tombées enceintes, qui ont bien fait leur suivi et qui ont donné des naissances à des bébés sains. Et généralement, le partenaire, qu'est-ce qu'elle devrait être son statut? Ça dépend. Il peut être positif comme il peut être négatif. S'il est positif, il doit bien faire le traitement et avoir aussi une charge virale indétectable comme celui de sa partenaire. Et là, le médecin dira le meilleur moment auquel ils pourront décider d'avoir un enfant. C'est pour ça que l'accompagnement est très important dans ce cas-là. C'est le médecin qui vous suit, qui vous dit à quel moment vous devez vous engager, vous devez penser à faire un enfant. Et dès que vous respectez ces consignes-là, votre bébé est sain. Carole Toché, aujourd'hui, il y a des innovations en ce qui concerne la prise en charge. On sait que les jeunes restent la tranche d'âge la plus touchée, et cela s'explique, Carole. C'est tout à fait normal parce que quand on est jeune, on a beaucoup de pulsions. Au-delà des pulsions,
On a des phénomènes dans notre société aujourd'hui tels que la consommation des drogues, la consommation de l'alcool, qui sont des facteurs à haut risque de contamination du VIH. Parce que quand vous avez déjà consommé l'alcool à une certaine dose, quand vous avez consommé des stupéfiants à une certaine dose, vous n'êtes plus maître de vos actes. Et vous savez que c'est des phénomènes qui sont très développés en milieu jeune. Donc c'est pour ça que vous voyez, et le combat est orienté vers eux maintenant. On a développé une technique de sensibilisation à travers les TIC qui est le YouReport, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent aller poser des questions, savoir comment faire, quels sont les moyens de prévention, adaptés aux jeunes. Parce qu'il faut dire que dans la lutte, le message doit être ciblé pour chaque couche de population, pour chaque cible. C'est-à-dire que le message qu'on adresse à la travers de ça ne peut pas être le même qu'on adresse aux jeunes, ne peut pas être le même qu'on adresse à la femme enceinte. Chacun a son message et selon ses spécificités. Pour terminer, Carole, parlons de ces méthodes de prévention là qui sont venues innover aujourd'hui la lutte contre le VIH/SIDA. Oui, aujourd'hui nous avons l'autotest, qui est une méthode innovante de prévention, parce que de votre chambre, de votre douche, vous pouvez effectuer votre test de dépistage avec votre kit d'autotest. Il suffit seulement que vous soyez sensibilisé, vous regardez le procédé par un agent formé et après il vous remet un kit que vous irez vous-même faire le résultat. Mais ce qui est important, c'est le retour de l'information quand on vous a remis le kit. Parce que c'est ça qui permet d'évaluer cette phase de test-là. Quand vous avez fait votre test, il est important que vous nous fassiez le retour. Qu'il soit séropositif ou séronégatif. Quel que soit le résultat, pour qu'on soit sûr déjà que vous êtes prêté à l'exercice et aussi du résultat. Bon, c'est pas beaucoup trop, non pas généralement de non réactif ou réactif. Parce qu'on vous dit, voilà, si vous observez cette barre-ci ou si vous observez ça, ramenez-nous la bandelette. Et puis, c'est ça qui fait l'originalité. Alors, est-ce que ces autotests-là sont déjà disponibles dans les formations sanitaires? Où retrouve-t-on ces autotests-là? Actuellement, nous les avons parce que nous travaillons avec une cible sur laquelle elle est en train d'être, cet autotest est en train d'être prétesté. Vous avez également les jeunes, j'ai parlé du RECAJ. Eux également, ils ont les autotests parce que, comme on a dit, les jeunes sont touchés. Eux, ils ont les kits. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez vous rapprocher d'eux. Il y a beaucoup d'organisations comme ça qui ont mandat justement avec des cibles spécifiques d'utiliser cet autotest-là parce que c'est pas quelque chose qu'on voudrait lancer comme ça sans maîtriser dans le grand public. Donc à Horizon Femmes ici à Douala, Bafoussa, Mayaoundé, vous avez les autotests. À part l'autotest comme méthode de prévention, qu'est-ce que nous avons également? Nous avons la PrEP. Oui, la PrEP, c'est-à-dire prophylaxie pré-exposition. Prophylaxie pré-exposition. Exposition, ce qui veut dire pourquoi? Qui veut dire simplement prendre les ARV pour prévenir le VIH. Un peu comme une sorte de vaccin, on peut le dire ainsi. Oui, c'est vrai que le vaccin, c'est un peu fort. À titre préventif, vous prenez des médicaments à titre préventif. La PrEP, vous allez vous présenter dans un centre qui offre la PrEP. On vous fait le test du VIH pour se rassurer que vous n'êtes pas réactif avant le début. Si vous êtes VIH négatif, on vous met sous PrEP. Et c'est en permanence, c'est continu. Vous n'arrêtez pas. Le jour où vous décidez d'arrêter, vous revenez, on vous refait le test. Vous commencez à zéro. Non, on vous refait le test et vous arrêtez le médicament. Parce qu'il faut qu'on se rassure que pendant que vous prenez le traitement, vous l'avez bien pris. Parce que le risque aussi, c'est que si vous ne prenez pas bien votre PrEP, vous courez le risque de vous infecter. Donc c'est pour ça que également, même au niveau de la PrEP, il faut bien suivre son traitement. Parlons des cas d'index, parce que c'est un autre moyen de prévention. À travers le dépistage. Oui, à travers le dépistage. Oui, avant on avait l'impression que c'était une affaire de femmes. On a parlé de la féminisation de la pandémie pendant longtemps. Mais on le dit toujours. Oui, on dit toujours que la femme reste celle qui est la plus infectée par le VIH/SIDA. C'est vrai. Et la plus affectée aussi. C'est vrai. Mais ce que je dis, c'est que avec ces stratégies de cas index qui consistent autour d'un cas positif à identifier tous les contacts tracing ou les partenaires sexuels, ça a permis de toucher un grand nombre de personnes et de pouvoir retrouver beaucoup de personnes VIH positifs.
Et puis, les personnes étaient formées et le faisaient subtilement. Donc, vous restez là, vous avez une APS, une conseillère psychosociale qui vous appelle tout gentiment. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans tel hôpital? Et vous voyez les gens sursautent. Non, il n'y a pas de problème, venez simplement. Et, machin. Et puis, quand les gens arrivent, surtout, entre guillemets, je n'ai rien contre les hommes, mais ils étaient très sceptiques. Quand ils arrivent, l'information, ça a été qui vous a donné mon numéro? Comment vous avez fait pour savoir où je suis? Des choses comme ça. Et puis, à la fin, quand vous faites le test et qu'il est négatif, ils repartent contents. Et vous voyez, c'était des techniques comme ça, subtiles, de pouvoir amener les gens à connaître leur statut. Et, et ça permet aussi de retrouver beaucoup de cas, parce que c'est autour de ces cas positifs-là qu'on parvient à rattraper les autres positifs qui ne se retrouvent pas dans le circuit normal. Donc, on pourra dire que la méthode du cas index a permis peut-être de revoir à la baisse la prévalence et de retrouver beaucoup de personnes infectées par le VIH. Infectées par le VIH-Sida. Donc, jusqu'ici, ces méthodes-là portent leurs fruits. Alors, Carole, merci d'être venue avec vous pour parler de la lutte et de la prise en charge du VIH-Sida au Cameroun. Un mot de fin? Merci Mireille, c'est toujours un plaisir de venir partager nos expériences avec les téléspectateurs. Nous ne pouvons pas quitter ce plateau sans remercier le ministère de la Santé à travers le Comité national de lutte contre le VIH et ses différents départementaux régionaux avec qui nous travaillons en parfaite collaboration. Nous disons également un merci à tous les partenaires au développement qui nous soutiennent au quotidien dans la lutte pour que nous puissions accompagner ces bénéficiaires. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, Mireille. Alors, la suite de votre magazine de la santé, c'est avec la chronique du dentiste. Le docteur Joël Manfo, comme toutes les semaines, aborde un problème bucco-dentaire et ce soir, il va parler de la carie dentaire. C'est quoi la carie dentaire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre à l'abri? Je vous propose de l'écouter. Ce qu'il faut savoir par rapport à la carie dentaire, c'est que le point de départ de la carie dentaire, c'est la formation de la plaque dentaire. Alors, lorsque vous consommez un aliment, quelques minutes après l'ingestion de celui-ci, il y a donc ce processus de formation de la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est une couche, n'est-ce pas, qui se forme à la surface de la dent et qui adhère à la surface de la dent et qui va se former à partir des bactéries contenues dans la salive et des débris alimentaires qui proviennent de votre alimentation, c'est-à-dire les débris alimentaires et les sucres, ainsi que de l'eau et d'autres protéines salivaires. Cette plaque dentaire est le point de départ de la carie dentaire parce qu'en son sein, il y a un processus qui va se mettre en place. C'est que les bactéries présentes dans cette plaque dentaire vont transformer les débris alimentaires, les sucres, en acide par le processus de fermentation. Et c'est ce processus-là qui va entraîner donc la déminéralisation du tissu dentaire. Cette plaque dentaire peut être éliminée par un très bon brossage. Mais lorsqu'on ne se brosse pas bien les dents, ce qui se passe, c'est que cette plaque dentaire va stagner et donc le processus de déminéralisation de la dent va continuer jusqu'à la formation progressive d'une cavité au niveau de la dent. C'est ça le processus de formation de la carie dentaire. Pour résoudre le problème du Claude, nous allons réaliser ce qu'on appelle une obturation dentaire. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va d'abord nettoyer la cavité que la carie a causée. On va la nettoyer à l'aide d'un appareil qu'on appelle la turbine. Lorsqu'elle sera bien nettoyée, nous allons boucher ce trou-là, entre guillemets, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une obturation à l'aide soit d'un composite ou à l'aide d'un amalgame. Pour éviter les caries dentaires, il y a 3 choses à prendre en compte. Premièrement, avoir une hygiène dentaire régulière et irréprochable. Deuxièmement, il faut éviter le grignotage, éviter la consommation exagérée de sucre. Et enfin, rendre visite au chirurgien dentiste au moins une fois l'an pour faire un contrôle, pour essayer de voir s'il y a des caries dentaires et pour voir également si on peut intercepter et prévenir ces caries dentaires. Une bonne hygiène dentaire va passer par quoi? Ça va passer par un brossage bi-quotidien, le matin et le soir,
après les repas, bien évidemment. Également, se rassurer qu'on se brosse au moins pendant 2 minutes. 2 minutes, c'est la durée moyenne d'un bon brossage. Il faut également utiliser un matériel adapté. Lorsque votre brosse à dents commence à avoir des poils effilochés, il faut la changer. Parce que lorsque les poils de la brosse à dents sont effilochés, ce qui se passe, c'est que la brosse à dents ne remplit plus complètement son rôle de nettoyage et de désorganisation de la plaque dentaire qui est le point de départ de la carie dentaire. Sur ce, portez-vous bien. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des propositions de thèmes ou encore des suggestions à nous faire, n'hésitez pas, contactez-nous via les adresses qui s'affichent au bas de vos petits écrans, comme l'ont fait déjà ces téléspectateurs en nous posant des questions dont nos spécialistes vont répondre dans la rubrique « Allô docteur ». Écoutons-les. Alors, Mireille, merci de m'avoir transféré cette question. Je suis le docteur Ngambi Vincent, moi je suis néphrologue. À la question de notre auditeur qui est de savoir quelle est l'attitude à avoir face à ces brûlures mictionnelles, il faut déjà savoir que la première chose à faire, c'est de consulter un médecin. Consulter un médecin parce que les brûlures mictionnelles font partie de ce qu'on appelle un syndrome irritatif du bas appareil urinaire. Et il y a plein d'autres choses. Il y a les brûlures mictionnelles, il y a ce qu'on appelle une polakiurie, c'est-à-dire l'émission d'urine fréquente en petite quantité. Ces petits signes-là peuvent être accompagnés d'une fièvre ou pas, quand il y a et envoient tous vers, comme je l'ai dit avant, un syndrome irritatif du bas appareil urinaire qui, très souvent, est le témoin d'une infection urinaire qui peut être une infection urinaire basse, ça veut dire une infection urinaire comme une cystite, ou bien une infection urinaire haute comme les pyélonéphrite aiguë, la cystite étant une infection au niveau de la vessie, la pyélonéphrite aiguë, une infection au niveau du rein. Dans tous les cas, face à ce symptôme, il vaut mieux éviter une automédication, consulter un médecin qui fera des prélèvements d'urine pour voir s'il y a la présence de leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs ou pas, qui sont témoins d'une inflammation. Et il fera une culture de ces urines pour retrouver le germe mis en cause et ainsi débutera avant les résultats de la culture d'urine, mettra une antibiothérapie à large spectre qui a pour but de couvrir les germes les plus fréquents de la sphère urinaire. Et enfin, après les résultats de cette culture, il ajustera l'antibiothérapie en fonction du germe retrouvé et de l'antibiotique spécifique qui marche dessus. Ensuite, il fera simplement le suivi. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour cette question. Alors, Clarisse pose la question, est-ce que c'est bien de se défriser les cheveux? La réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est une raison esthétique. Le fait de défriser les cheveux abîme non seulement le cuir chevelu, mais provoque aussi des problèmes d'alopécie. Donc, il y a des risques de perte de cheveux qui se voient après quelques années. La deuxième raison, qui est encore plus grave, c'est le risque élevé de cancer féminin. Il y a plusieurs études qui ont montré que survenue des risques de cancer de sein, de cancer des ovaires et de cancer de l'utérus. Le cancer du sein, c'est un cancer très fréquent. C'est le premier cancer chez les femmes et ça représente un problème de santé publique majeur. Et le fait de défriser a été associé dans une étude qui a été publiée il y a 2 ans à un risque élevé, surtout lorsqu'on commence le défrisage chez les adolescents. On voit que les cancers surviennent très tôt. Habituellement, le cancer du sein survient après la ménopause, mais dans le cadre de cette exposition, on a des cancers qui surviennent très tôt. Il y a aussi le cancer des ovaires qui est un peu plus rare que le cancer du sein. Dans une autre étude récente, des chercheurs américains ont montré que le fait de défriser les cheveux entraîne une augmentation
du cancer de l'utérus, qui a aussi un cancer rare, mais dont le risque est beaucoup plus élevé chez les femmes qui se défrisaient les cheveux. Alors, quels sont les mécanismes associés à cette pratique? Le premier mécanisme, c'est l'utilisation de ces produits chimiques qui vont entraîner une perturbation endocrinienne. Et ces cancers dont on a parlé sont des cancers qui sont souvent associés à une réactivité hormonale. Et donc, le fait de perturber ces hormones féminines augmente le risque de ces cancers. La deuxième chose, c'est l'utilisation de produits qui contiennent ces dérivés cancérigènes, comme le formaldéhyde. Et ce sont des produits qui vont entraîner une mutagénèse plus élevée. Donc, les cellules vont se multiplier et créer de cancers. C'est pour cette raison que nous disons aux femmes d'arrêter de faire le défrisage et aussi, en même temps, de diminuer les autres facteurs de risque associés au cancer. Faire attention à l'alimentation, éviter le tabac, l'alcool. L'activité physique, c'est important. Et le poids, contrôler votre santé. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up qui était consacrée à la lutte contre le VIH-Sida. Ceci en raison de la célébration le 1er décembre dernier de la Journée mondiale de lutte qui était axée sous le thème égalité maintenant, et vous avez compris avec notre invité qu'il faut briser les inégalités qui existent aujourd'hui, que ce soit dans la prise en charge entre les personnes séropositives ou les personnes séronégatives. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Restez tout de même en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent.